Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Michel Drac, toujours pour cette revue d'actualité. Alors, on a beaucoup parlé évidemment de l'Europe, cette Union européenne qui est très très mal, qui prend en plus une forme où évidemment on a parlé du cas de la Grande-Bretagne, où c'est vrai qu'on s'interroge sur la sortie de la Grande-Bretagne, pour évoquer la Grèce aussi, dont on a parlé un peu en off, qui elle aussi est très mal, la Grèce, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un Tsipras. Alors, Tsipras, il a eu quand même un jeu un peu détestable. En fait, il s'est fait élire sur un programme, il a convoqué les Grecs, on va dire, dans un référendum, et puis, finalement, après que les Grecs lui aient accordé, on va dire, presque un blanc-seing pour appliquer sa politique, il est parti renégocier avec Bruxelles en sous-main, et puis il a passé des accords qui finalement étaient les mêmes accords que, soi-disant, il refusait de faire, on va dire, avant le référendum. Enfin, c'est une trahison, comment on appelle ça? Parce que même Varoufakis aussi, apparemment, qui n'est pas très clair non plus, son ministre des Finances. Moi, je crois que déjà, il faut voir que Tsipras, il a gagné son référendum, on ne l'a pas assez souligné, mais parce qu'il a dit qu'il voulait surtout un mandat clair pour renégocier. C'est-à-dire qu'il a pas, quelque part, il y a eu un jeu un peu bizarre qui s'est joué au moment du référendum en Grèce, où en gros, il y a un certain nombre de gens qui lui ont dit, si vous allez demander aux Grecs s'ils sont d'accord avec le plan qu'on veut leur imposer ou pas, s'ils disent non, et que ensuite vous vous retournez vers Bruxelles en disant ça a été non, si Bruxelles vous dit oui mais ça a été non mais ça sera oui quand même, qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui lui ont demandé ça. Et il a dit en gros, moi je veux un mandat pour renégocier, etc. Il savait très bien qu'il n'y aurait, à mon avis, rien à renégocier d'ailleurs. Ou alors il a cru, Varoufakis a cru qu'il y aurait quelque chose à renégocier. Peut-être qu'il a espéré que sur la base d'un non, il pourrait avoir un peu plus de marge de manœuvre. Peut-être qu'il a espéré que les Russes le soutiendraient. Les Russes l'ont soutenu, oui, mais ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied en se chargeant de cette... de ce paquet de dettes, de créances irrecouvrables amoureusement confectionnées par Goldman Sachs. Ça les branche pas. Donc je pense qu'à un moment il a mal joué. Je pense tactiquement il a mal joué. Il y a des gens qui disent il a trahi. Oui, j'ai entendu moi beaucoup ça. Il a trahi. Il a trahi, mais il faut aussi. Tout au moins sa parole, quoi. Oui, mais il faut se mettre à sa place. C'est tellement facile. C'est tellement facile de taper à bras raccourcis sur cette extrême gauche, cette gauche radicale, inconséquente et qui. Je dirais que s'il y a un pouvoir qui arrive en France, qui est un pouvoir de rupture, sur la base des idées souverainistes, et que ce pouvoir arrive à vraiment changer la donne, à ce moment-là, je vais dire nous, les souverainistes, parce que quand même, s'il faut me rattacher à une tendance politique, c'est de ce côté-là que je me situe. On aura le droit de donner des leçons à l'extrême gauche, en leur disant, voyez, vous nous avez traités de tous les noms pendant je ne sais pas combien de temps, mais nous, ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Pour l'instant, on n'a rien montré. Eux, ils ont montré qu'ils n'y arrivaient pas. En tout cas, quand ils avaient juste la Grèce pour le faire, de toute façon, c'était cool. Il n'y avait pas un loup quand même dans le placard de base de Tsipras, parce que Tsipras, quand il s'est présenté quand même au public, il n'a jamais émis l'éventualité claire de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors que la question lui était posée sans cesse. Parce que s'il l'avait fait, il n'aurait pas gagné son référendum. S'il l'avait fait, il n'aurait pas gagné son référendum. C'est-à-dire que quelque part, il faut être lucide. Pourquoi il a gagné son référendum? Quelques jours avant l'élection, c'était tangent. Alors, clairement, pour un peu refaire la chronologie, il annonce le référendum. Immédiatement, il y a une mesure de rétorsion, on va dire, évidemment, de l'Union européenne. La Banque centrale coupe les robinets. Il y a plus c'est le bank run qui se produit en Grèce. Donc, ils vivent dans une pression. Moi, comment j'ai interprété un peu ces événements, je me suis dit, tiens, ils leur font, attention, vous voulez partir de l'euro? Regardez ce qui va se passer. Je l'ai senti comme ça, un peu sous forme de... C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, lui, il va préciser, entre guillemets, le sens du référendum, et clairement, il met de l'eau dans son vin, déjà. Il dit,
Bah, mais si c'est non, ça va me donner plus de poids pour renégocier, mais on ne sortira pas. Oui. Mais il est obligé parce qu'il l'a dit clairement, mais même oui. 2 jours avant, on l'a posé, il a même dit une phrase fascinante, je trouve, il a dit, vous savez, tout le monde croit que j'ai un plan pour sortir de l'euro et de l'Union européenne, il n'y en a pas, il n'y a pas de plan B. Voilà. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais parce que sinon, il n'aurait pas gagné le référendum. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de se mentir, et ça, c'est le vrai reproche qu'on peut faire à cette gauche radicale. Elle dit qu'elle est la continuation de, comment dire, de la grande révolte prolétarienne historique. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, parce que qu'est-ce que c'est un prolétaire en termes de rapport de classe? Un prolétaire, c'est un mec qui amène dans le système une certaine plus-value, d'accord? Et le système économique, à travers la confiscation de la plus-value, va lui en retirer une partie. Bon, ça c'est un prolétaire. La gauche prolétarienne, historiquement, c'est une tendance politique. Alors, elle est formée par des éléments dissidents de la bourgeoisie, parce que le prolétariat n'a jamais réussi, en fait, à produire lui-même ses leaders, très rarement. Mais elle se met au service de ce prolétariat, parce qu'on peut très bien être issu de la bourgeoisie et épouser la cause du prolétariat, parce qu'on en a marre à un moment de certaines ignominies. Et elle dit, bon ben, on va déplacer ce partage de la plus-value, ça c'est la version réformiste, ou on va carrément abolir le système de la marchandise, ça c'est la version révolutionnaire marxiste. Bon. Là aujourd'hui, cette gauche radicale, c'est pas ça du tout, parce que tout simplement sa base n'est plus un prolétariat. En France aujourd'hui, le prolétariat, mais il vote Front National, parce qu'il est dans une logique de dire je veux faire péter le système parce que le système me capte une plus-value que je... Voilà. Ou alors il vote Front National dans une perspective de je veux que les miettes du système qui me tombent dessus soient plus grosses, c'est pour ça qu'on en donne moins aux immigrés. Passez-moi l'expression, voilà, c'est comme ça. Bon. Ça, c'est la réalité. La base aujourd'hui de cette gauche radicale, elle est faite en grande partie par des segments de la population qui vivent de la rente que leur accorde le système. La grande majorité des électeurs de la gauche radicale, c'est des petits fonctionnaires, c'est le bas fonctionnariat, c'est des assistés souvent. C'est en France, j'imagine que le NPA doit faire un très très bon score chez les intermittents du spectacle, ce genre de choses. Mais ces gens-là ne sont pas des prolétaires, ce sont des travailleurs, je ne dis pas le contraire. Mais ce ne sont pas des prolétaires au sens où, en fait, ils n'apportent pas une plus-value supérieure à ce que le système leur consent. Ils vivent de ce que leur redistribue le système. Donc ils ne peuvent pas être révolutionnaires. Et la révolte grecque, à partir de là, ne pouvait pas être révolutionnaire. Parce que tout simplement, pour être révolutionnaire, il faut pouvoir dire « Bon, moi j'en ai marre, hein, je suis capable de m'en sortir par moi-même, par mes propres forces. Je suis un ouvrier, par exemple, qui a un savoir-faire, qui a une force de travail. J'apporte à ce système plus que ce qu'il me donne, mais je veux le faire sauter. » Mais quand vous êtes un petit fonctionnaire qui en fait n'apporte pas grand-chose, parce que beaucoup de petits fonctionnaires, en fait, c'est du clientélisme caché. Hein. Ou quand vous êtes carrément un assisté structurel, on en a fabriqué maintenant des mecs qui vont de stage bidon en formation parking, voilà, bon. Vous n'êtes pas un prolétaire, vous êtes un plébéien de cœur de système impérial décadent. Vous n'êtes pas un prolétaire, donc vous ne pouvez pas être pour la révolution prolétarienne. Donc il y a un grand mensonge, effectivement, à l'origine, dans cette gauche radicale, et Tsipras a très bien identifié ça, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il fallait effectivement qu'il ait le courage de dire aux Grecs, bon, on a deux solutions, ou on envoie péter le système, ou on se soumet. Mais il savait très bien que s'il disait ça, la réponse, ça serait la soumission, parce que la réalité de sa base électorale, la réalité de la substance même du peuple grec, et de tous les peuples européens actuels, c'est que le prolétariat y est devenu très minoritaire. Aujourd'hui, il y a quoi? Il n'y a plus vraiment la bourgeoisie et le prolétariat. Ça, c'est le mythe dans lequel vit cette gauche radicale. Il y a une oligarchie tout en haut, il y a une grosse couche moyenne supérieure qui vit plutôt bien, et qui d'ailleurs souvent apporte effectivement dans le système une plus-value importante.
Parce qu'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, tout simplement, c'est qu'avec le progrès technologique, la proportion de gens qui peuvent vraiment apporter une plus-value est de plus en plus faible. En dessous, il y a une couche moyenne qui fait fonctionner le système plus ou moins, qui est à mi-chemin entre ceux qui apportent une vraie plus-value et ceux qui fonctionnent déjà un petit peu comme des... Voilà, on leur donne des miettes. Il reste ici ou là un vrai prolétariat. Souvent les indépendants, les petits patrons aujourd'hui sont plus des prolétaires qu'une grande partie de l'électorat de l'extrême gauche. Hein. Il reste des vrais ouvriers quand même. Il reste des gens qui apportent vraiment leur force de travail qui est vraiment utile. Et puis il y a une grosse masse de plébéiens, voilà, qui vivent des miettes que leur consent le système. Donc ils ne voudront jamais que le système s'écroule. Les Grecs, aujourd'hui, ils ont incarné ça, mais presque à la perfection. Parce qu'à ce problème européen général s'ajoute un problème grec spécifique, qui est que, bon, la Grèce est un pays, évidemment, extraordinaire par son histoire, par sa culture, par son patrimoine. Bon, c'est pour ça qu'on hésite toujours à dire du mal de la Grèce, parce que c'est un peu la mère de l'Europe, en fait. Bon. Mais la Grèce contemporaine, dans sa réalité, son économie, il n'y a pas grand-chose, quoi. Je veux dire, il y a le port du Pirée, bon, il y a les îles, puis il y a le tourisme. Voilà. Sinon, pour le reste, bon. Donc, c'est une nation qui n'est pas non plus une nation prolétaire, puisqu'elle ne peut pas produire sa propre survie. Elle attend qu'on lui lâche des miettes. Tu comprends ? Si les Grecs étaient capables de dire, bon, je vais vivre maintenant sur ce que je suis capable de faire, mais ils pourraient dire à leurs créanciers, allez vous faire foutre à la fin. Mais comme ils s'en sont pas capables, quand tu es tenu en dépendance et que tu tiens pas les acteurs qui te tiennent en dépendance, toi tu les tiens pas en dépendance réciproque. Mais tu es dans leurs mains, tu es cuit. Et c'est pour ça fondamentalement que Tsipras pouvait aller nulle part, sauf dans un cas. Il y avait un truc qui pouvait le sauver, il allait à Moscou, il y est allé, et il allait dire à Poutine en gros, bon écoute, j'arrive avec 300 milliards d'euros à payer, dont j'ai pas le premier centime, mais si tu me prends en charge, ta base en Méditerranée, tu t'en inquiètes plus. Bon, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que l'autre, il a fait ses comptes. Il a dit alors, bon, si je sauve la mise aux Syriens, elle me coûte combien ma base ? Si je sauve la mise aux Grecs, elle me coûte combien la base ? Ah non, quand même, quelques missiles calibre, c'est moins cher que la dette de la Grèce. Terminé. À mon avis, c'est à peu près ça l'histoire. Je veux dire, dans la réalité du monde est extraordinairement brutale, extrêmement violente. Parce qu'il allait en Grèce, Tsipras, effectivement. On avait interprété ça comme justement ce fameux renversement d'alliance en disant tiens, mais oui, mais je crois que c'est tout simplement Poutine lui a dit non, t'es pas assez intéressant. Puis il gère des équilibres, Poutine aussi. C'est-à-dire qu'il sait très bien que si jamais il allait jusque-là, s'il avançait jusqu'en Grèce, la réponse en face pourrait être terrible. Oui. Bon. C'est-à-dire que la Grèce basculait, on va dire, dans le camp russe, ce serait un changement majeur en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, quasiment. Ouais. Donc du coup, Tsipras, il s'est retrouvé tout seul, avec la réalité de la situation de son pays, qui n'est pas une nation prolétaire, qui est une nation assistée, avec la réalité de sa base électorale, dans laquelle il y a bien entendu des prolétaires, je dis pas le contraire, mais qui massivement, s'il veut réunir plus de 50% des Grecs, il ne peut pas le faire avec les prolétaires, parce qu'ils ne sont pas 50%. Les vrais prolétaires. Ouais. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, le pauvre ? Il navigue à vue, il fait comme il peut, et il sacrifie Varoufakis, qui de toute façon était là pour ça. Lui, il était là pour... C'était la monnaie d'échange. Le mec, il a tout fait pour être aussi urticant que possible pour ses interlocuteurs européens. Comme ça, en s'en débarrassant, Tsipras marquait la rupture. Et puis voilà. Bon, alors effectivement, maintenant, le problème, c'est qu'il arrive au bout du parcours. Parce que, ok, bon, pendant 1 an ou 2, il peut continuer comme ça, mais la situation continue à se dégrader. Parce que la Grèce, clairement, je veux dire, d'un point de vue économique, son intérêt est de sortir de l'euro à l'heure actuelle. Mais la Grèce n'a plus intérêt à rester dans l'euro. Alors le problème, ça dépend de ce qu'on appelle l'intérêt. Parce que la dette grecque, elle est publique grecque, elle est libellée en quasi-totalité en droit étranger. Oui.
les dettes des entreprises grecques sont libellées en quasi-totalité en droit étranger. Donc si la Grèce sort de l'euro, et que par exemple elle revient à la drachme, ça ne change rien à ce qu'elle doit rembourser, parce que la dette est en euros. Le problème de la Grèce, c'est que justement c'est un petit pays, donc sa dette n'est pas dans le droit de ce pays. La France par exemple, sa dette publique est presque en totalité dans des contrats de droit français. Les entreprises françaises, plus de la moitié de la dette des entreprises françaises est quand même dans des contrats de droit français. Donc la France qui sort de l'euro, qui revient au franc et qui laisse le franc se dévaluer de 20 ou 25%, ce qui est nécessaire, hein, parce que les monnaies doivent avoir la valeur de leurs économies. La France, pour tout un tas de raisons, ne peut pas avoir une monnaie aussi forte que l'Allemagne, c'est pas son intérêt. Bon, pour la France, c'est jouable, parce que comme la quasi-totalité de notre dette publique est en droit français, si la France sort de l'euro, on va relibeller cette dette. On va la mettre en francs, tout simplement. On va la mettre en francs. Et les Grecs ne pourront pas faire ça avec la drachme. Parce que leur dette publique n'est pas appuyée sur des contrats de droit grec. Elle est appuyée sur des contrats de droit britannique en grande partie. Donc ils ne peuvent pas. Donc ils sont coincés. Mais en même temps, effectivement, à un certain moment, il va forcément falloir qu'ils dévaluent. Parce que, quel est le cintré qui a dit que la Grèce et l'Allemagne devaient avoir la même politique monétaire? Oui. Wow. Il n'y a aucune doctrine économique qui justifie ça. Tu peux aller chez Keynes, tu peux aller chez Milton Friedman, tu peux aller dans toutes les tendances, les keynésiens, les monétaristes, les post-keynésiens, les ordo-libérales, chez tout le monde, personne ne peut expliquer comment il faut que la Grèce et l'Allemagne aient la même politique monétaire sans transfert budgétaire systématique entre les deux. Ça n'existe pas. Tout simplement, ça n'est pas logique, ça ne peut pas marcher. Bon, donc évidemment, leur intérêt, c'est de sortir de l'euro, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas, sauf si on efface leur dette. Et alors, imaginons en fait, presque j'ai envie de dire pour les Grecs, ce qui pourrait les sauver dans ce que tu es en train de nous expliquer, c'est-à-dire que l'euro explose à la fois, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'euros du tout, c'est-à-dire chacun prend sa monnaie nationale. Moi, je pense que ce qui risque de se passer à un moment, si tu veux, c'est qu'il y aura au niveau du système monétaire international une refondation, parce qu'on constatera en gros qu'il faut faire une sorte d'heure zéro. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'heure zéro qui s'est produite en Allemagne en 1948. Ah non, mais bon, j'ai une idée, mais vas-y, explique-nous. Bon, en Allemagne, en 1948, l'économie allemande, on ne pouvait pas la faire repartir, en gros. Alors, on ne pouvait pas la faire repartir parce qu'il y avait eu un marché noir énorme, il y avait eu des manipulations dans tous les sens, et il y avait d'énormes quantités de monnaie, si tu veux, issue de ce marché noir. Ça pouvait générer constamment de l'inflation. Enfin, c'était impilotable. Il fallait, à un moment, sortir de cette situation. Donc il y a un type qui a pris les commandes de cette économie à ce moment-là, qui est Ludwig Erhard, et il a piégé tout le monde. Il a dit, oula, moi je ne vais pas faire d'expérimentation, je vais être prudent, etc. Donc personne ne s'est méfié. Et puis un jour, d'un seul coup, il a dit, bon ben, tout l'argent qui est en circulation, il vaut 0. Maintenant je vais donner 100 marks à chaque Allemand, et 100 marks par employé à chaque entreprise allemande. Et vous partez avec ça. Heure 0, Stunde null. Et on annule tout. On annule toutes les créances et toutes les dettes. Ça a très très bien marché parce qu'évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, il n'y avait plus de problème de suraccumulation du signe monétaire. D'un seul coup, il y avait très peu d'argent par rapport à la taille potentielle du marché. Donc l'argent s'est mis à circuler très très vite. Et puis comme plus personne n'avait d'économie, tout le monde était obligé de bosser. Et c'est l'origine, enfin c'est une des origines. L'autre, c'est que les Américains ont tout fait pour que ça marche. Mais c'est quand même une des origines de ce qu'on a appelé le miracle économique allemand des années 50. Voilà, le redressement spectaculaire de l'Allemagne après. Le redressement extraordinaire qui montre qu'en réalité, on peut partir presque d'un pays en ruine si les savoir-faire sont là. Si tu as des ingénieurs qui ont les savoir-faire et une main-d'œuvre disciplinée, tu peux partir d'un pays en ruine en 10 ans, tu rattrapes tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon. Ça, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, à l'intérieur du pays, en 48 ou 49, je ne sais plus.
En fait, moi, je pense qu'à un moment, au niveau du système financier international, et évidemment à une autre échelle et selon d'autres procédures, il se passera un peu la même chose. On va se mettre d'accord pour dire, bon, écoutez, la comédie a assez duré, on a dans le système des masses d'actifs financiers phénoménales, dont on sait très bien qu'ils ne renvoient qu'à des créances irrecouvrables, soigneusement empilées amoureusement depuis des décennies. Donc on fait un haircut, comme on dit maintenant, pour ne pas dire défaut partiel, mais c'est un haircut général, quoi. Alors, il y aura peut-être des catégories, mais en gros, Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même ceux... Alors là, je parle par exemple pour les épargnants qui auront des sommes de côté, tout repart à zéro. Ça va être terrible, ça, quand même. Là, ça va créer des drames, de ce côté-là. Oui, bien sûr, oui. Parce que c'est ce qui s'est passé en Allemagne aussi, quand tu nous parlais de leur zéro. C'est-à-dire ceux qui avaient des épargnes sur leur compte. C'est plus des couleuvres, là, c'est des anacondas qu'il faut avaler pour le. C'est des. Quand même, la pilule a dû être quand même assez dure à passer au départ, quand même. Bon, tu sais, déjà, il faut voir quand même. Oui, il sortait de quelque chose, une situation très particulière. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu viens de coup sur coup d'enchaîner la Première Guerre mondiale, la crise de 23, la Grande Dépression, le régime quand même assez peu sympathique de l'oncle Adolphe, une défaite et une occupation militaire. La pilule, tu la prends normal. Ça passe tout seul. Ouais. Bon, je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas le même problème. Mais de toute façon, je veux dire, soit de façon coordonnée, soit à la suite d'un krach financier, qui peut prendre soit la forme d'une déflation radicale par implosion de toute la valeur des actifs, soit d'une inflation radicale par implosion de la valeur du signe monétaire. La déflation et l'inflation, en fait, sont le même phénomène de fond. Hein. Même si ça se manifeste de façon très différente, dans tous les cas, la masse, si tu veux, de capital accumulé doit fondre. Fondamentalement, c'est la même logique. De toute façon, ça arrivera parce que la dette, on ne peut pas la rembourser dans la monnaie dans laquelle elle a été émise. Voilà. Donc soit on divise la valeur du signe monétaire par 5 ou 6, soit on divise la dette par 5 ou 6. Mais il n'y a pas d'autre solution. Alors ça vaut pour les Grecs, mais ça vaut aussi à peu près pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire que cette heure zéro, il faudra la faire au niveau des pays de la zone euro, quoi. C'est tous les pays de la zone euro. Même de toute la sphère occidentale. Les Américains. Les Américains, ils ne sont pas mieux que nous, ils ont leurs 22 000 milliards de déficit. Oui. Voilà. Donc forcément, d'une façon ou d'une autre, ça je ne sais pas du tout comment ça va se produire, ça se passera comme ça. Donc le pauvre Tsipras, maintenant pour en revenir à Tsipras, bon. Ouais. Moi, je dis souvent énormément de mal de la gauche radicale, non pas parce que je les aime pas, mais parce que je les trouve extrêmement cons. Bon. Mais j'ai un peu envie, paradoxalement, d'abord parce que j'aime bien prendre le contre-pied du consensus général, c'est un peu mon goût personnel, j'ai un peu envie quand même de défendre de Tsipras et Varoufakis, parce que il faut se mettre à leur place. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Ils sont là, à la tête de ce pays qui est, c'est triste à dire, mais c'est la vérité, un pays assisté, avec un peuple où en fait ils n'ont pas cette base prolétarienne fantasmatique. Bien sûr il reste des prolétaires en Grèce, mais c'est pas la majorité du peuple grec, c'est pas vrai. Et ils sont confrontés à cette énorme machine européenne derrière laquelle il y a la pression des États-Unis, à cette Allemagne complètement psychorigide, qui, discuter de la politique monétaire avec les Allemands, ça doit être quelque chose. Hein. Oui, parce que les Allemands aussi ne veulent pas, entre guillemets, débourser 1 euro pour la Grèce. En fait, en gros, c'est un peu ça. Ils veulent pas payer la dette de la Grèce. C'est hors de question. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a fait l'euro, en gros, on a fait l'euro avec l'idée qu'on allait faire converger les économies européennes grâce à l'euro. Alors, c'est en partie vrai, mais le problème, si tu veux, c'est que la vitesse à laquelle on peut les faire converger est très lente. Et puis tu peux pas comme ça, voilà. Or, la vitesse à laquelle l'euro se déglingue du fait de la divergence de départ, en fait, elle est beaucoup plus grande que la vitesse à laquelle les pays convergent. Surtout quand tu parles de la Grèce, enfin, je veux dire. Mais encore une fois, vraiment... Oui, voilà, parce qu'en fait, les différentiels de compétitivité, ils sont énormes. Avant, on pouvait les prendre en compte, justement, avec les dévaluations, c'était ça. Tout à fait. C'est-à-dire que, finalement, des Grecs beaucoup moins compétitifs que des Allemands, bon, ben... entre guillemets, leur drachme vaut beaucoup moins cher, on peut laisser couler. Mais j'ai dans Triangulation, mon dernier bouquin, j'ai mis l'historique des taux d'inflation des grands pays de la zone euro. Alors avant l'euro, après l'euro, et en remontant, je crois, jusqu'en 1960 ou quelque chose comme ça. En gros, qu'est-ce qu'on voit? Jusqu'à l'apparition de l'euro,
Le taux d'inflation moyen en Allemagne, c'est 2-3%. Le taux d'inflation moyen en France, c'est 5-6%, quelque chose comme ça. Le taux d'inflation moyen en Italie, c'est 8-9%. Le taux moyen d'inflation en Espagne, c'est 15-16%. Donc, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, régulièrement, on dévaluait le franc par rapport aux marques, la lire par rapport au franc, la pesetas par rapport à la lire. Et puis voilà, et puis bon, ok. Ça s'aligne. Le fameux SME, là, voilà, européen, ça s'alignait. Bon, d'accord, effectivement, il y avait des pays où il y avait plus d'inflation, mais voilà, par les taux de change, tout ça se régulait. Depuis qu'on a mis l'euro, alors effectivement, les écarts entre les inflations des différents pays européens sont devenues beaucoup plus faibles. L'Allemagne est à 1%, la France à 1,5%, l'Italie à 3,5%, je dis ça de tête, il faudra regarder les chiffres exacts, mais c'est ça, et l'Espagne à 4,5 ou un truc comme ça, enfin, les écarts sont beaucoup plus faibles. Seulement, comme il n'y a plus, comme on est dans la même monnaie, même si les écarts sont beaucoup plus faibles, ils ont des conséquences à long terme beaucoup plus graves. Parce que quand tu ne peux pas dévaluer une monnaie, il ne te reste plus qu'à dévaluer l'économie. Quand tu ne peux pas dévaluer une monnaie, si tu veux, comme quelque part, il faut forcément que la masse des salaires que tu injectes dans ce pays, ça corresponde à peu près à sa compétitivité, ça corresponde à peu près à ce que les gens dans ce pays peuvent acheter compte tenu du taux d'inflation qui existe, eh ben, il ne te reste plus qu'à fabriquer des chômeurs, méthode française, ou à baisser les salaires, méthode allemande, méthode italienne, voilà, c'est comme ça, la machine elle fonctionne comme ça. Ça, je l'explique, non, je ne peux pas l'expliquer à l'oral, là, parce que c'est trop compliqué, mais je l'explique dans Triangulation. Et c'est pour ça que l'euro, dans son architecture actuelle, est condamné. On ne sait pas quand il va exploser, on ne sait pas sous quelle forme il va exploser, on ne sait pas s'il va être remplacé par un autre euro défini différemment, ou si on va revenir aux monnaies nationales, ça on ne peut pas savoir. Mais honnêtement, ce que tout économiste sérieux, toute personne qui s'intéresse à ces questions-là de façon sérieuse pourra te confirmer, c'est que dans son architecture actuelle, l'euro n'est pas viable. Tôt ou tard, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que parce que là, tous les pays, on a connu la fameuse grande crise de 2008, puis après les crises successives en Grèce, on a vu des pays, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Slovaquie, tous ces pays-là ont connu une crise budgétaire majeure. Aujourd'hui, on veut nous le cacher, mais il paraît-il que même en France, on ne serait pas à l'abri que demain, on puisse se retrouver dans une situation financière catastrophique. Moi, je pense que si la France emprunte à taux négatif, c'est parce qu'en gros, on lui fait des cadeaux en échange de sa soumission politique. De sa soumission politique, c'est ça. Parce que si on était au stade de la Grèce... Valls, il sauterait, enfin bon, j'imagine un peu comme ça. Mais de toute façon, honnêtement, comme je te disais, la finance de marché, moi j'ai arrêté de chercher à comprendre. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a encore quelque chose à comprendre. Donc, je dis, ouais. C'est un truc qui est complètement fou, si tu veux. C'est-à-dire que, en fait, le système, les gens qui administrent ce système sont extraordinairement forts pour construire des usines à gaz à chaque fois qu'une de leurs usines à gaz est en train de casser. Donc, ils empilent les usines à gaz les unes sur les autres. À la fin, tu vois ça, tu dis, oh putain. Mais à la fin, il y aura une fin. On ne peut pas éternellement différer les collapsus en recyclant les dysfonctionnements. Il y aura forcément une fin. Mais je ne dis pas quand. Oui, on ne peut pas savoir. Mais le système, je veux dire, le problème est vraiment ancré à l'intérieur. C'est systémique, ça va finir par s'effondrer. Oui. L'euro ne pourra pas tenir, ne pourra pas tenir dans ces conditions-là. Parce que des pays, alors voilà, évidemment, le cas de la Grèce, le cas de l'Italie, qui était à deux doigts aussi pareil, à qui on a fait avaler des énormes réformes structurelles, des Italiens, qui n'en voulaient pas vraiment d'ailleurs, puisque Berlusconi, il avait sauté, on se souvient, après s'être rebellé un petit peu contre l'euro et la Banque centrale. Berlusconi, honnêtement, moi je crois qu'on n'a jamais vraiment su exactement pourquoi il avait sauté, mais je pense que plus que ces frasques qui sont quand même... Oui. Je pense que plus que ça, c'est ses relations avec les Allemands qui étaient vraiment devenues... détestables. Je pense que c'est ça qui l'a fait sauter. Mais bon, ça je peux pas... Parce qu'on avait connu un peu, cette situation un peu en Europe, mais quasi deux coups d'état institutionnel un peu. À l'époque, il y avait eu, on se souvient, c'était Papandréou en Grèce qui avait annoncé son référendum, puis...
ça n'avait pas plu aux Européens. 2-3 jours après, on apprenait que non seulement il n'y avait pas de référendum, mais que lui aussi partait dans la machine et il était remplacé par Papademos. On a vu la même chose avec Berlusconi et Mario Monti. Voilà. Parce que Mario Monti, son élection, quand on s'intéresse un petit peu, c'est un peu bizarre. Il a été nommé sénateur à vie par le président de la République. Ouais, non, mais ça, que ça soit une magouille et un coup d'État, un quasi coup d'État, c'est sûr. Mais par contre, ce que je ne sais pas, c'est exactement pourquoi on l'a fait sauter. Parce que Berlusconi, c'est particulier aussi. Ouais. C'est pas. Il peut y avoir plein de raisons. Moi, je pense qu'effectivement, la raison principale, en fait, c'est pas ces magouilles, c'est pas ces liens notoires avec la mafia. Parce que bon, Berlusconi et la mafia, c'est une longue histoire. Je pense que ce qui l'a fait sauter, c'est qu'il commençait à renacler par rapport à Bruxelles, par rapport. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas être sûr. L'Italie, c'est quand même très particulier. Donc moi, je me mouille pas trop, quoi. Je dis simplement, je ne sais pas. Ouais, parce que là, je suis pas sûr. On voit qu'il y a eu des traitements différents. Alors, l'Espagne aussi, l'Espagne connaît un chômage incroyable. Alors, il y a l'arrivée de ces nouveaux partis, Podemos. C'est quoi? C'est un peu l'alter ego de Syriza en Grèce, alors, non je vais dire un truc là-dessus d'abord, pour être tout à fait honnête. Moi, je suis un mec de l'Europe du Nord, en quelque sorte. C'est-à-dire que je parle allemand, je parle anglais, je parle pas italien, je parle pas espagnol. Ma culture me tourne vers l'Europe du Nord. L'Europe du Sud, je la comprends mal, souvent. Donc je veux pas trop dire de bêtises. Moi, ce que je crois, cela dit, fondamentalement, c'est que en Espagne, comme ailleurs en Europe, la gauche radicale, Podemos, etc., tant qu'elle ne prend pas le tournant du souverainisme, elle n'ira nulle part. Voilà. Alors je sais, voilà, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Mais je ne dirais pas après en détail, parce qu'honnêtement, je ne suis pas, quoi. C'est pas mon monde, en quelque sorte. Non, mais bien sûr, mais c'est très important ce que tu soulèves, parce qu'évidemment, tous ces partis qui se présentent, enfin, ils sont un peu comme ça, l'apparence révolutionnaire, on va dire, en tout cas dans le logiciel qu'ils essaient de défendre, on s'aperçoit qu'il manque justement les grosses lacunes, c'est qu'il n'y en a aucun qui prône une réelle sortie de l'Europe, qui n'a pas cette idée souverainiste. On voit que c'est absent du débat, alors que c'est le cœur en fait finalement. Psychologiquement, si tu veux, quelque part, les partis politiques quand même renvoient forcément à la psychologie induite par la sociologie de leur électorat. Tu vois ? Pour moi, la sociologie de base de ces partis de gauche radicale, je te dis, c'est pas le prolétariat. C'est des gens qui sont souvent des travailleurs, qui sont des gens tout à fait respectables, mais si tu analyses la réalité de leur positionnement de classe, c'est pas des prolétaires, c'est des assistés. Donc ils n'ont pas en eux, j'ai envie de dire, quitte à passer pour un horrible machiste, cette forme de virilité intellectuelle du prolétaire, y compris du prolétaireux, y compris de la prolétaire, qui est tout simplement le fait que le mec ou la gonzesse maîtrise son monde parce qu'il le produit par son travail. C'est des gens qui sont... Ils attendent quelque chose de l'État, du pouvoir, Comment tu veux te révolter contre l'État quand tu attends quelque chose de l'État ? Comment tu veux te révolter contre le pouvoir quand tu attends quelque chose du pouvoir ? Les prolétaires qui ont fait les révolutions du début du XXe siècle, ou du XIXe siècle, ils ne sont pas descendus dans la rue en disant on veut des allocs. Non mais t'imagines un peu l'armée rouge avec comme slogan on veut des allocs. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc pas grand-chose. Donc c'est pour ça que cette gauche radicale, tant qu'elle n'aura pas pris le tournant du souverainisme, tant qu'elle n'aura pas fait cette critique-là, tant qu'elle n'aura pas elle ne comprendra pas qu'elle doit avoir le courage de dire à sa base notre objectif ne doit pas être de demander des allocs, notre objectif doit être de demander que nous reprenions réellement notre monde en main.
ce qu'elle dit souvent, mais qui ne se traduit pas dans les faits, parce que l'outil pour le faire, c'est la souveraineté, et d'abord la souveraineté par l'État en général, hein, parce que la puissance, c'est l'État. Bon. Tant qu'elle n'aura pas fait toute cette critique-là, il n'y aura nulle part, elle va tsiprasser, elle va flaquisser, ce qui est bien, mais qui, non. Oui, ça ne mènera pas. Et on n'a pas d'équivalent en France d'un Podemos ou d'un... On a le Front National. Oui, on a le Front National, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça. En France, et c'est d'ailleurs bien pour ça, à mon avis, que vraiment la France, c'est un pays intéressant, justement, parce que peut-être aussi parce qu'on a en nous ces marges identitaires, tu vois, qui font que quelque part, comment dire, on a il faut bien le dire aussi, cette brutalité en nous qui existe, qui est qu'on n'aime pas trop que des gens viennent nous expliquer qu'ils vont faire la loi chez nous, parce qu'on est chez nous d'abord. Hein. Et du coup, on a cette capacité à prendre ce tournant du souverainisme, de la revendication de souveraineté, et de dire non, mais on ne veut pas des allocs, on veut le pouvoir, parce que c'est notre pays, c'est à nous, c'est nous qui décidons. Et si t'es pas content, monsieur le gérant de Capital Magazine qui veut me faire une sur le thème comment privatiser sa mère, tu vas te faire foutre. Voilà. Et ça, c'est ce qui rend... Tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que tu peux pas rejeter les identitaires comme ça. Parce que quelque part, le vitalisme brutal qu'il représente a sa place dans ce qui permet cette virilité intellectuelle qui fut jadis celle du prolétariat. J'essaye de m'exprimer de façon... non, pour qu'on comprenne. Bon. Il y en a qui sont pas d'accord. Le Front National, lol, il y en a qui sont pas d'accord. Voilà. Oui, bon. Bon, ça forcément, ça va... Mais de toute façon, ce qui est merveilleux, c'est que quoi que tu dises, tu as toujours des gens qui sont pas d'accord. Donc, la discussion n'arrête jamais. Ça, c'est ce qui est simple. Voilà. Mais c'est sûr que Ah, mais je suis pas un fan du FN. Non, bien sûr. Je fais une analyse. Bien sûr. Qui m'amène à certaines conclusions, c'est tout. Hein. Et c'est de ce point de vue-là, c'est vrai que la France, on va suivre avec attention ce qui va se passer en France, parce que est-ce que la France, elle a encore d'ailleurs cette place en Europe d'être, parce qu'on a quand même une position, alors là, puisqu'on parle géopolitique, on peut parler aussi géographie, mais on est un peu particulier, parce que tu as parlé d'Europe du Nord, d'Europe du Sud, et j'ai l'impression que l'on est à cheval, voilà, on est le seul à être à cheval, parce que tous les autres sont soit d'un côté, soit de l'autre, quasiment. Oui. Effectivement, il y a deux pays en Europe qui ont une position naturellement très intéressante, c'est la France et l'Allemagne. La France parce qu'elle est à cheval entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et l'Allemagne parce qu'elle est à cheval entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Donc, voilà. C'est clair qu'il n'y a pas d'Europe sans ces deux pays, géographiquement. D'ailleurs, c'est un élément de puissance considérable pour la France et pour l'Allemagne, parce que, et c'est une des raisons pour lesquelles, certainement, si jamais les Français, à travers le Front National, histoire de provoquer un peu, se révoltent, c'est certainement une des raisons pour lesquelles ça va être sportif, c'est que justement on peut le faire. Parce que c'est pas que nous, on peut entraîner les autres si tu veux. Pas parce qu'on est meilleur, parce que franchement, quel pays de cons. Mais parce qu'on est au milieu. Donc quelque part, si on va dans une direction, tous les autres sont obligés de dire ah merde, comment on fait maintenant? C'est ça. C'est ce qui nous rend extrêmement intéressant. C'est ça qui nous rend intéressant et hyper important. D'où aussi peut-être l'importance des stratèges justement américains à inclure la France dans leur plan global à chaque fois. Et puis les Américains qui prêtent une attention particulière quand même, parce qu'il faut bien dire qu'ils ne ménagent pas leurs efforts pour nous contrôler, on va dire... Il y a deux... relire Brzezinski, je te dis, la France, l'Allemagne. Dans son grand échiquier, il parle de la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Je suis désolé pour les Espagnols et les Italiens. C'est des pays... le seul pays d'Europe du Sud que je connais un peu, c'est l'Italie. Et honnêtement, si j'étais pas français, je serais italien. C'est un pays merveilleux, pour plein de raisons. Mais quand Brzezinski regarde sa map monde et qu'il fait son Dark-Vador, il dit Grande-Bretagne, France, Allemagne. Les autres, là, ils suivront. Ils suivront ce qui se passe. Voilà, ils n'auront pas le choix de suivre ce qui se passe. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pour ça. Alors, parce que là,
c'est quelque chose, en plus, qui, aujourd'hui, on peut faire un peu le bilan, parce qu'on a vu cette influence depuis, on va dire, allez, j'ai envie de dire depuis De Gaulle, entre De Gaulle et Hollande, là, on a le grand écart que la France s'est produit, entre, on va dire, une France un peu souveraine qui essaye de s'imposer par une vision d'un président, d'un homme, d'un pays, puis aujourd'hui, on va dire, on s'inscrit, voilà... Il s'inscrit dans toutes les grandes lignes, mondialisme, Union européenne, etc. On n'a plus du tout l'aspect France, quoi. Bon, enfin, je parle des dirigeants, là. Ouais, comme je te disais tout à l'heure en privé, oui, je les écoute même plus. Je les écoute même plus. Ouais. J'essaye d'imaginer à quoi peut ressembler un débat entre François Hollande et Alain Juppé. Waouh! Ouh, ça pique les yeux, là, arrête là. Ok, papy, continue, cause dans le poste, voilà, puis ils sont zappés, c'est tout. Ils sont zappés. Parce que finalement, on va dire, ils sont d'accord sur les grandes lignes. C'est d'ailleurs la gauche aujourd'hui, ce que tu as bien identifié, justement, cette fameuse gauche un peu qu'on appelle socio-libérale, enfin c'est un mot que j'entends beaucoup en ce moment, pour parler de la tendance Macron, comme on dit, ou de ces gens qui sont... Le futur parti démocrate. Voilà, exactement, une gauche très à l'américaine, finalement, c'est-à-dire une gauche libérale. D'ailleurs, visiblement, la gauche a toujours été libérale, semble-t-il. En fait, on nous aurait trompé sur la marchandise. Je me fie au livre de Charles Robin, La gauche du capital, parce que lui en parle beaucoup, et finalement, il fait une démonstration que la gauche a toujours été libérale, quelque part. Bon, déjà, le terme de gauche... c'est un terme qui implique en fait l'inscription dans le débat parlementaire. C'est dans le Parlement qu'il y a une gauche et une droite. Je pense que si tu avais été dire à Vladimir Ilitch Ulyanov en septembre 1917, bon alors somme toute, monsieur Ulyanov, êtes-vous de gauche? Il aurait mis des questions. Ben, fusillez-moi ce connard là, qu'on passe directement à des questions sérieuses, quoi, tu vois. Je veux dire, bon, c'est pareil, même si t'avais été dire, même sans aller jusque chez Lénine, si t'avais été simplement dire même sur des gens qui ont joué le jeu parlementaire, on va dire comme Jaurès, si t'avais réduit son identité politique à la gauche, il n'aurait pas été d'accord, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que l'idée même qu'une identité politique s'écrit à travers la gauche, ça veut dire qu'elle ne s'écrit finalement plus qu'à travers un positionnement dans un jeu à l'intérieur du Parlement, tu vois. Or, ce qui définit une identité politique réelle, c'est quels intérêts objectifs défends-tu dans la société. C'est-à-dire, en gros, finalement, es-tu plutôt du côté des prolétaires ou des bourgeois dans les sociétés avant que la lutte des classes ne mute? Es-tu plutôt aujourd'hui du côté des victimes de la mondialisation ou plutôt du côté des bénéficiaires de la mondialisation? Ou alors, si ce n'est pas la définition des intérêts objectifs que tu défends, c'est la définition du modèle de société que tu promeus. C'est-à-dire, es-tu socialiste, es-tu capitaliste, es-tu libéral libertaire, es-tu libéral mais sans être libertaire? Enfin voilà. C'est toute cette complexité qui définit un positionnement. La gauche. Voilà. Mais le simple fait que des mecs arrivent à définir leur identité en disant « moi, mon identité, c'est la gauche », mais ça prouve qu'ils n'ont pas d'identité. D'ailleurs, moi, mon identité, c'est la droite, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? T'as des mecs comme ça. C'est-à-dire que t'as deux catégories qui sont assez comiques objectivement, parce que comment dire, ils incarnent certains traits, comment dire, ils sont faits pour illustrer un dictionnaire des idées reçues à la Flaubert, tu vois. T'as le gauchiste, le gauchias, le gauchisant, et en face t'as le droitard. Le droitard. Et bon, ils sont aussi inintéressants l'un que l'autre, quoi. Donc la gauche, c'est même pas une catégorie qui m'intéresse, quoi. La droite non plus. Bon, oui, il y a une gauche et une droite. On peut dire qu'il y a des sensibilités. Sensibilités. Voilà. Mais alors justement, juste avant, est-ce qu'aujourd'hui le vrai clivage, la vraie fracture politique, c'est pas justement celle que, pour résumer, patriote mondialiste? Est-ce qu'on peut le situer là, le clivage? Oui, c'est-à-dire que tu peux être de gauche ou de droite. Moi, par exemple, si tu veux, je me pense comme un mec de droite
en ce sens que ma sensibilité générale est très pessimiste sur l'espèce humaine. Et finalement, quand j'ai réfléchi aux gens autour de moi, je parle des gens intelligents, je parle pas des connards, qui se définissaient comme de gauche ou de droite, ce que j'ai remarqué, c'est que les mecs qui se définissent comme de gauche ont souvent une sorte de sensibilité générale très optimiste finalement sur la nature humaine, et que les mecs qui se définissent comme plutôt de droite ont plutôt une sensibilité pessimiste. Bon, en ce sens, il y a une gauche et une droite, et moi je suis plutôt un mec de droite parce que je suis assez pessimiste sur la nature humaine. D'une manière générale, je pense que, bon, je ne suis pas un ennemi de la liberté, si tu veux. Mais enfin, la liberté en dose raisonnable, hein, parce que quand t'en mets trop, ça déconne vite, quoi. Voilà, bon, je l'assume. Hein. Si tu veux, moi, je suis avec Luther contre les paysans. Je l'assume. Ça fait de moi un mec de droite, tu vois. Bon, comme ça. Bon, mais cela dit, ça ne définit pas des vrais clivages opératoires dans le champ politique. Ça, c'est une sensibilité personnelle, tu vois. Le vrai clivage opératoire dans le champ politique aujourd'hui, c'est effectivement patriote contre mondialiste, et ça recoupe en pratique très souvent, pas toujours mais très souvent, celui qui veut défendre les victimes de la mondialisation contre celui qui veut profiter de la mondialisation avec ceux qui en tirent profit. Dans la réalité, c'est ça. La réalité sociale de ça, c'est celle-là. C'est ça, à mon avis. D'où d'ailleurs, voilà pourquoi les ouvriers qui votent aujourd'hui Front National et les bobos des villes, entre guillemets, qui vont voter à gauche. Donc, à gauche. Ce qui est un peu paradoxal normalement, enfin dans un pays normal. Et ben on va faire la petite pause et puis on va revenir après pour les questions des métanotes. Et j'imagine qu'il y en a plein, je pouvais s'y attendre. Et ben on va voir tout ça juste après. La régie, elle est prête, Stéphanie est prête. Et ben on fait la pause et on revient juste après, toujours avec Michel Drac. À vous, la régie.